Bienvenue à tous. C'est le 14e chapitre de la série de vidéos Crystal Clear Electronics, intitulée Interrupteur crépusculaire, capteur simple et comparateur. Comme le titre l'indique, nous allons parler de capteurs simples, d'optoélectronique, de comparateurs, et bien plus encore. Le présentateur d'aujourd'hui est Victor Vinze. Victor, pourrais-tu te présenter? Merci beaucoup pour cette introduction, Vince. Je suis Victor Vince, un ingénieur électricien qualifié et l'un des auteurs de Crystal Clear Electronics. Je travaille actuellement comme chef de projet dans une entreprise de développement de dispositifs médicaux. Pour équilibrer mes longues heures passées devant l'ordinateur, je passe beaucoup de temps à faire du sport pendant mon temps libre, donc ma montre de sport m'est très utile. Une montre de sport comme celle-ci a beaucoup de capteurs intégrés par les développeurs. Je me demande si vous pourriez identifier les capteurs montrés dans cette vidéo qui peuvent mesurer le rythme cardiaque. Le 14e chapitre a été écrit par Miklos Silagi et Ersebet Somoru Osvat. Avant de pouvoir contrôler vos dispositifs par la température, la lumière ou la proximité, rappelons comment fonctionnent les FET avec un circuit simple. Cependant, avant de travailler avec les FET, il y a quelques points à garder à l'esprit. C'est exact, les FET sont des composants très sensibles. Vérifiez toujours les valeurs maximales de tension et de courant dans la fiche technique avant de les utiliser et assurez-vous de ne jamais dépasser ces valeurs, car cela détruirait le dispositif. De plus, ils sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Une décharge électrostatique, ou ESD en abrégé, se produit lorsqu'un objet électriquement chargé touche le FET. Le corps humain peut également être chargé électriquement, généralement par une forme de frottement, par exemple en frottant vos vêtements contre une chaise ou entre les semelles de vos chaussures et le sol. Pour protéger le composant des ESD, après l'avoir retiré de l'emballage antistatique, placez-le sur l'emballage et gardez-le là jusqu'à ce qu'il ne soit pas utilisé et ne l'enlevez que lorsque vous installez le composant dans le circuit. Lorsque vous retirez le composant, touchez d'abord l'emballage et seulement ensuite le composant, car cela garantit que la pochette et le composant qui s'y trouve seront au même potentiel que nous. La figure montre l'emballage antistatique contenant le FET. Il existe une grande variété de boîtiers pour les FET. Les conceptions à travers le trou et montées en surface les plus répandues ont 3 bornes. Ce sont la grille, le drain et la source. L'ordre peut varier d'un type à l'autre, donc il vaut toujours la peine de vérifier la fiche technique du composant donné. Les boîtiers à travers le trou les plus courants sont les boîtiers TO92 et TO220. Tous ceux-ci ont 3 bornes. Sur le boîtier du TO220, nous pouvons trouver une grande surface métallique qui aide à refroidir le composant. Cette surface métallique est généralement connectée à la broche de drain, mais il est toujours préférable de le confirmer dans la fiche technique plutôt que de faire des suppositions parmi les SMD, c'est-à-dire les conceptions montées en surface, le SOT23, DPEC, DDPEC et SO8 sont les plus courants. Dans ce cas, il peut être activé. S'il y a plus de 3 broches, il se peut que le drain et la source soient connectés à plusieurs broches, ou plusieurs FET peuvent être trouvés dans le boîtier. Une distinction importante est que ces dispositifs sont contrôlés par la tension, contrairement aux transistors bipolaires, qui sont contrôlés par le courant. Pour simplifier, nous pouvons imaginer le FET comme un interrupteur contrôlé par la tension. Comme premier exemple, allumons une LED en utilisant un N-FET. La tension qui contrôle le FET provient d'un circuit diviseur de tension ajustable. Si vous regardez le schéma, le fonctionnement du MOSFET Q1 est le suivant. Si nous augmentons la tension entre les broches de la grille et de la source du dispositif au-dessus d'un certain seuil, appelé tension de seuil, la résistance entre les broches de drain et de source diminue, et le dispositif commence à conduire. Lorsque cela se produit, le courant commence à circuler à travers la LED et la résistance de limitation de courant en série, et par conséquent, la LED s'allume. Lorsque la grille du MOSFET est au même potentiel, ou à un potentiel inférieur à celui de la source, la résistance entre le drain et la source est si élevée qu'elle agit effectivement comme un circuit ouvert. Cela signifie que le courant ne peut pas circuler dans le circuit et que la LED reste éteinte. Pour le démontrer, nous avons également construit le circuit sur une planche à pain. Pourriez-vous nous montrer comment cela fonctionne, Pence? Bien sûr. Comme vous pouvez le voir, la sortie du potentiomètre 2 est connectée, ce qui signifie qu'il agit comme une résistance variable. La résistance entre les sorties augmentera lorsque vous tournerez le potentiomètre vers la gauche. Le diviseur de tension est composé du potentiomètre et de la résistance R2.
Lorsque le potentiomètre est tourné complètement vers la gauche, environ 1 volt est appliqué à la grille, ce qui n'est pas suffisant pour activer le MOSFET. Alors que je commence à réduire la résistance du potentiomètre, la tension à travers la résistance R2, et par conséquent, la grille augmente. Si je réduis suffisamment la résistance, la tension entre la grille et la source dépasse la tension de seuil et le MOSFET commence à conduire et la LED s'allume. Nous pouvons également tester le circuit en utilisant quelque chose qui nécessite plus de courant pour fonctionner, dans ce cas avec un courant continu. Dans le schéma présenté à la figure 6, nous avons retiré la résistance de limitation de courant et, au lieu de la LED, nous contrôlons un ventilateur DC de 12 volts. Pour protéger le transistor de la surtension inductive qui augmente lorsque le moteur est éteint, il est essentiel d'installer une diode en parallèle avec la charge inductive. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire, car le ventilateur comprend déjà la diode. Cependant, il est important de garder cela à l'esprit, sinon le transistor risque de tomber en panne. Dans ce cas, la même chose se produit que précédemment avec la LED, c'est-à-dire que si la tension de la grille est d'au moins 3 volts supérieure à celle de la source, une faible résistance se crée entre les sorties drain et source du transistor, ce qui revient à un court-circuit, ce qui fait augmenter la tension sur le ventilateur, et à cause de cela, il commence à tourner. Si la tension entre la grille et la source redescend en dessous de la tension de seuil, le ventilateur s'arrête. La résistance du FET dépend de la tension entre la grille et la source, donc si vous voulez l'utiliser comme élément de commutation, il est judicieux de choisir la tension la plus élevée possible, dans les limites autorisées, qui peuvent être lues dans la fiche technique. En contrôlant la tension de la source de grille avec le diviseur de tension, constitué de R1 et R2, nous pouvons contrôler la résistance entre le drain et la source du MOSFET. L'effet est la résistance drain-source du MOSFET. Nous devons faire attention à la température du MOSFET, car s'il n'est pas complètement ouvert ou complètement fermé, une quantité considérable d'énergie sera dissipée dans l'appareil, ce qui le fera chauffer. Dans certains cas, un dissipateur de chaleur est également utilisé, pour aider le MOSFET à mieux dissiper la chaleur, ou une autre option consiste à réduire la puissance dissipée par le FET. Dans ce cas, un changement dans la résistance du MOSFET devient perceptible. Nous avons également remplacé la LED par un ventilateur. Nous pouvons donc voir que tourner le potentiomètre modifie la vitesse du ventilateur, c'est-à-dire modifie la résistance entre le drain et la source du MOSFET. Après, les FETs. Passons au monde des capteurs. Tout d'abord, explorons quelques types uniques de résistance qui peuvent être utilisés comme des capteurs simples. Tout d'abord, nous allons parler de la résistance photosensible, également connue sous le nom de photorésistance. Je voudrais demander à Victor de prendre la parole. Merci Benz. La photorésistance, en d'autres termes, la résistance dépendante de la lumière, est une résistance fabriquée à partir de matériaux semi-conducteurs. Ce composant change sa résistance lorsqu'il est exposé à la lumière. Cependant, il ne se comporte pas de la même manière avec chaque type de lumière. Donc, les paramètres ci-dessous sont très importants dans la fiche technique. Le pic spectral est la longueur d'onde de la lumière à laquelle le dispositif est le plus sensible, et change sa résistance dans la plus grande mesure. La photorésistance est la résistance du dispositif dans certaines conditions d'éclairage, et la résistance à l'obscurité est la résistance du dispositif sans aucune lumière. C'est intéressant. Les photorésistances ont un temps de réponse court, ne parvenant pas à suivre les lumières qui clignotent plus vite qu'environ 10 Hz. Les caractéristiques de résistance à l'illumination d'une photorésistance dépendent de la composition du semi-conducteur. La photorésistance PGM556 que nous allons utiliser a une caractéristique négative, ce qui signifie que si l'illumination augmente, la résistance diminue. La fiche technique précise que sous un éclairage de 10 lux, soit approximativement un éclairage crépusculaire, la valeur de résistance varie entre 2 et 6 kΩ. Ces données sont cruciales pour concevoir le circuit, que nous avons réalisé de manière à ce que le courant de base du transistor change d'une obscurité totale à une illumination générale de la pièce. Regardez les circuits de transistors suivants. La photorésistance contrôle le courant de base du transistor, ce qui, à son tour, provoque un changement du courant de collecteur. Ce changement de courant modifie la luminosité de la LED. Examinons l'exemple du transistor NPN plus en détail. Pour que le transistor Q1 conduise, la tension entre la base et l'émetteur doit être supérieure à la tension directe. C'est généralement autour de 0,6 à 0,7 volts, et cela change un peu à cause du courant de base. Comme nous l'avons appris précédemment,
le transistor est un dispositif contrôlé par le courant, et le flux de courant à travers le collecteur peut être contrôlé par le courant de base, si la tension entre la base et l'émetteur est supérieure à la tension de seuil. La fonction de R1 dans le circuit est de définir le seuil inférieur d'activation lorsque le transistor ne conduit pas, ce qui signifie qu'aucun courant ne circule ni à travers le collecteur ni à travers la base, LDR1 et R1 forment un diviseur de tension non chargé. Par conséquent, nous pouvons appliquer la formule familière du diviseur de tension, comme nous pouvons le voir, R1, à la même chute de tension que la jonction base-émetteur. À cause de cela, nous pouvons calculer la valeur de toutes les R1 nécessaires pour activer le transistor. Nous allons choisir R1 comme 100 ohms pour simplifier, puis utiliser la formule du diviseur de tension pour le point commun de LDR1 et R1. Il est important de se souvenir de cela maintenant, la valeur inconnue n'est pas la tension à la sortie du diviseur, car nous la spécifions comme la tension directe, qui est d'environ 0,7 volts. En fait, nous essayons de trouver la valeur de LDR1. Par conséquent, nous devons réorganiser l'équation et résoudre pour LDR1. En calculant la formule, le résultat montre que pour atteindre la tension directe spécifiée, LDR1 doit être de 1,6 ohms. Puisqu'il y a un courant qui circule à travers la base du transistor ouvert, à travers le diviseur de tension, nous ne pouvons plus utiliser la formule du diviseur non chargé. Au lieu de cela, nous pouvons tirer parti d'une propriété du transistor. Dès que la jonction base-émetteur du transistor atteint la tension directe, la tension à travers R1 ne changera que d'une quantité négligeable. À cause de cela, le courant de base sera déterminé par la résistance de LD, R1. Selon la formule, vous pouvez voir que le courant de base et la résistance de la LDR sont inversement proportionnels. Une illumination plus brillante entraînera une résistance LDR plus faible et un courant de base plus élevé, ce qui rend l'illumination et le courant de base directement proportionnels. À la fin, le transistor amplifie le courant. Le courant collecteur-émetteur sera bêta fois plus élevé que le courant de base. Puisque nous avons une LED en série avec la jonction collecteur-émetteur, ce courant passera également par la LED. Nous venons de créer un circuit où la LED brille plus fort si l'illumination est plus forte, tout comme le rétroéclairage d'un écran de téléphone. Bense, peux-tu nous montrer le circuit? Bien sûr. Vous pouvez voir qu'aussitôt que je couvre la résistance, la LED s'éteint. Si vous remplacez la LED par un buzzer, nous avons créé une alarme simple et sensible à la lumière. Je ne suis pas sûr que tu sois prêt pour ça, Benz. Que penses-tu? Prêt? Ça doit être merveilleux de se réveiller avec ça le matin. Nous pouvons déjà mesurer la luminosité avec une grande précision, mais connaître la température serait également utile. Cependant, nous avons une solution sous la forme d'une résistance spéciale qui nous permet de mesurer la température. C'est un composant, autre que la intermittence. Les composants que nous allons présenter changent leur résistance avec la température. CNT. Et le suivant est MTC. Cela signifie coefficient de température négatif, c'est-à-dire que la résistance sera inversement proportionnelle à la température, tandis que PTC signifie coefficient de température positif, ce qui signifie que la résistance sera directement proportionnelle à la température. Montrer comment fonctionne le NDC. Les circuits de la figure 9 de la section précédente fonctionnent également très bien si nous remplaçons la LDR par un NTC. Dans notre prochain circuit, nous allons combiner l'amplification de courant du transistor bipolaire et le commutateur du MOSFET Dans le but de savoir, à savoir, pour créer un circuit contrôlé température avec une sensibilité réglable. le température mesurée. Imaginons, Imagine une pièce où tu veux contrôler la ventilation automatiquement en fonction de la température. à gérer le NTC. Le NTC agit comme le capteur de chaleur. Le potentiomètre R1 est utilisé pour définir la température seuil, et la tâche de Q1 et Q2 est de faire fonctionner le ventilateur. Lorsque le NTC commence à chauffer, sa résistance diminue, ce qui fait augmenter la tension base-émetteur de Q1 jusqu'à atteindre la tension directe d'environ 0,7 volts. À ce moment-là, le courant commence à circuler à travers le NDC vers la base, ce qui est amplifié et génère un courant de collecteur. Le courant d'émetteur, qui est la somme du courant de collecteur et du courant de base, crée une chute de tension sur la résistance R2,
qui est égale à la tension de porte-source du MOSFET Q2. Si cette tension de porte-source dépasse la tension seuil du MOSFET, il commence à conduire et le ventilateur va commencer à tourner, créant un flux d'air. Le processus trouve un point de fonctionnement stable basé sur la température extérieure, le flux d'air du ventilateur et la position du potentiomètre. Pour obtenir un commutateur plus rapide, le potentiomètre R1 crée une rétroaction positive. Dès que Q1 commence à conduire, le potentiel à l'émetteur de Q1 commence à augmenter. Puisque la troisième broche du potentiomètre est connectée à l'émetteur de Q1, la tension sur la deuxième broche va également commencer à augmenter, en ouvrant davantage Q1, ce qui provoque un courant de collecteur plus élevé, ce qui augmente encore plus la tension de l'émetteur, et donc, le potentiomètre nous permet de définir la température seuil de ce circuit. Si nous utilisons un PTC au lieu d'un NTC, le fonctionnement sera l'inverse, ce qui signifie qu'une baisse de température va faire activer le circuit. Si nous remplaçons le ventilateur par un élément chauffant, comme une lampe infrarouge, nous obtenons un simple chauffage automatique. Nous avons maintenant atteint la fin d'une section relativement longue. Avant la vidéo suivante, Benz aimerait vous montrer un circuit. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pendant le tournage, et si vous avez le temps, je vous demande de vous arrêter. Et construisez les circuits dans chaque section, car c'est là que vous pouvez apprendre le plus. Penta, pourrais-tu montrer ce circuit? Pour vous aider à observer la rotation du ventilateur plus clairement, nous avons placé une petite feuille de papier dessus. Le papier est noir avec une petite bande blanche. J'espère donc que vous pouvez mieux voir la rotation. Le ventilateur fonctionne de la manière suivante. Lorsque le NTC est chauffé, le ventilateur commence à tourner après une courte période. De même, lorsque le NTC se refroidit, le ventilateur commence à tourner. Le ventilateur s'arrête après un moment. C'était agréable de voir ce dernier circuit en action. Les capteurs de température se trouvent également dans presque tous nos appareils, par exemple dans nos téléphones ou nos montres connectées. Ils aident à mesurer la température du corps ou de l'environnement. Ma montre de sport, par exemple, évalue également la température de l'environnement pendant l'exercice et en tient compte lors du suivi de mon entraînement. Je crois que cet épisode a été informatif, donc nous allons dire au revoir pour l'instant, mais nous vous reverrons bientôt.